J'ai eu un prof qui m'a dit, écoute, on ouvre une filière au Vietnam. L'Asie, tu vois, je connaissais pas du tout, j'étais même pas du tout intéressé par l'Asie, même les mangas et tout, c'était pas du tout ma culture. Mais il m'a quand même dit, vas-y, t'as une bourse, t'es bien payé, c'est un YOLO. Et je suis parti au Vietnam et bah, voilà, 15 ans. T'es jamais revenu? Non, je suis jamais revenu en France. Ok, d'accord. Tu vois, on a commencé en 2003, 2007, c'est 2007-2008 quand Magento est sorti. Tu vois, on était dans les top développeurs France sur Magento. Donc même avant qu'on crée la société, on avait une base de clients énorme. Et à la fin de mon stage et on va dire de contrat de travail, on est arrivé, est-ce qu'on abandonne tous ces clients et bon, bah, on part dans la vie active ou on crée une société pour nous. Okay. Plus Asie, Europe, tu vois, est-ce que l'Europe va s'en sortir? Est-ce qu'on va devenir un pays du tiers-monde? Parce que franchement, quand tu es en Asie, tu vois, comment on parle de l'Europe, tu fais ah, ça va être difficile, est-ce qu'on va rebondir là? Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, parce que ça fait longtemps que je veux t'interviewer. Ouais, bah merci à toi pour l'invitation. Ouais. Donc, je vais te présenter rapidement, mais je sens que tu vas te présenter après, mais donc tu es Tanguy. Alors, ton nom de famille, pour pas l'écorcher? Mon nom de famille, c'est Rambo. Rambo. Comme le film. Tu Okay. peux pas le couper. Comme le film, ok, ouais. D'accord. Donc, Tanguy Rambo. Donc, je sais pas quand est-ce que va sortir cette interview. J'en fais plusieurs, en fait. L'avantage, c'est que t'es pas le premier, donc je commence un peu à être professionnalisé. Mais je vais expliquer un peu le but du podcast. L'idée, c'est d'interviewer des gens dans le monde du dev. Alors moi, ce que j'appelle dev, mais au sens large, ingénieur, UX, des gens qui font de la prod en fait, et qui sont les interviewer, de voir un peu leur parcours en fait. Les gens que j'ai sélectionnés, c'est parce que c'est des gens que je trouve intéressants et qui ont des choses intéressantes à raconter. C'est gentil. Et par leur particularité, il y a une partie. Enfin, toi, il y a quand même un truc. Ça fait combien de temps que alors, j'ai oublié de dire où est-ce qu'on était. Là, on se trouve à Hanoï. Au Vietnam. Ouais. Dans le lobby d'un super hôtel. Et toi, ça fait combien de temps que tu es au Vietnam? Moi, je suis arrivé en fin 2009, désolé. Donc ça fait plus de 15 ans. Voilà, donc on va reparler après. Des années, ouais. Mais ouais, ça fait quand même une petite particularité en fait. Donc voilà, donc je vais te laisser te présenter un peu rapidement. Après, on va revoir un peu ton parcours. Sur ton parcours, tu peux commencer un peu où tu veux. Bah écoute, en fun fact, je suis né en Guadeloupe, donc dans les îles Caraïbes, donc tu vois, je suis resté dans les tropiques au final. Qu'est-ce qui peut être sympa, l'année où je suis né, il n'y a pas eu grand chose, mais 4 ans après, en 89, il y a eu un énorme cyclone, et j'avais 4 ans. Et en 2024, au Vietnam, tu vois, 4. En fait, 4 en Asie, c'est quand même un chiffre, tu vois. Donc j'avais 4 ans, le plus gros cyclone que je vis en Guadeloupe. 2024, plus gros cyclone à Hanoï. Et okay. Tu vois, j'avais aussi 40 ans. Tu vois, il y a pas de 4 et 2 cyclones. Mais bon, bref, c'est un petit fun fact. J'ai une anecdote pour mes 40 ans aussi, mais je te la raconterai après. Ok, donc je suis né en Guadeloupe. Je suis rentré en métropole, donc en France, avec mes parents, ma sœur. Études normales, lycée normal. Après, j'ai fait l'université. De l'université. Dans quelle ville? À Lyon. Lyon. Ah ouais, je suis rentré à Lyon, désolé. Université totalement basique. Pas super emballé, tu vois, c'était pas la folie. Moi, je suis arrivé à Lyon, je pensais que ça allait être la fac comme on voit dans les films américains. Je suis arrivé en résidence étudiante parce que mes parents sont pas de Lyon, donc j'ai dû partir à 17 ans à Lyon, résidence étudiante. Calme total, tu ouvres la porte, il y a personne qui se dit bonjour, rien, tout. C'était un petit coup de bâton quand je suis arrivé. Donc dès que j'ai eu l'opportunité, je suis parti en Espagne. Donc j'ai fait une licence de mathématiques à l'école polytechnique de Murcia, donc au sud de l'Espagne. J'ai kiffé, c'était vraiment l'auberge espagnole et tout, c'était une folie. C'était en quelle année ça à peu près? Du coup 2006-2007. Ouais, donc c'était le film l'auberge espagnole, c'est cette époque-là, non? Je suis sorti quand j'y étais, tu vois, c'est dans les ok. Et je suis revenu à Lyon faire un master de réseau télécom. Pareil, calme plat total. Heureusement qu'au final j'avais des connaissances Erasmus, donc j'ai repris un peu cet esprit de vouloir bouger. J'ai tout fait pour partir au final US ou Canada pour faire mon Master 2. Et pendant que je passais les TOEFL, TOEIC, je sais plus si c'était le TOEIC ou le TOEFL, pour avoir le score pour étudier à l'étranger, j'ai eu un prof qui m'a dit écoute, on ouvre une filière au Vietnam. L'Asie, tu vois, je connaissais pas du tout, j'étais même pas du tout intéressé par l'Asie, même les mangas et tout, c'était pas du tout ma culture.
Mais il m'a quand même dit vas-y, t'as une bourse, t'es bien payé, c'est YOLO. Et je suis parti au Vietnam et bah, voilà, 15 ans. T'es jamais revenu? Non, je suis jamais revenu en France. Ok, d'accord. Donc là, on est à Hanoï. Alors, Hanoï, ton fief, t'as toujours été à Hanoï ou bon, j'imagine t'as visité, mais Ouais, pas mal visité. On a ouvert Hanoï en 2010 parce que c'était l'une des premières provinces au Vietnam où on pouvait ouvrir 100%, un capital 100% étranger, de financement 100% étranger, donc sans association avec des Vietnamiens. Donc c'est pour ça qu'on s'est établi à Hanoï. alors là, tu parles de 2010. mais tu parles de ta société à toi ou La tu parles société. de quand t'es parti au Vietnam la première fois? T'es parti au Vietnam pour la Fin première de master 2 et plus un stage dans une boîte à Hanoï aussi. qui ouvrait à Hanoï. Ouais. Ok. Donc, Ouais, tout à Hanoï. mais c'est plus la même boîte. Là, t'as changé de boîte entre les deux ou c'est Mon master et mon stage, c'était dans une autre société française qui ouvrait justement aussi au Vietnam en même temps. Et à la fin de mon stage, j'ai eu un contrat durée limitée sur 6 mois, je crois, ou un peu plus, un peu moins d'1 an. Et à la fin de ce contrat, j'ai eu le choix de soit... en fait, on était freelance, bon, peut-être on va en parler, d'où vient Sutunam, en fait, à l'université de Lyon. J'avais 2 copains très très proches. C'est pour ça que Sutunam, en fait, comme Sutu en vietnamien, c'est dire Lyon, et Nam pour le Vietnam, donc Sutunam. Ok. Sutunam, Et c'est le nom de ta société aussi. c'est le nom de la société, Sutunam. Donc on ouvre en 2010 ensemble parce qu'on était freelance depuis quasiment le lycée, la terminale. Dès qu'on a eu un ordinateur, internet, on a commencé à faire des projets. Ah ouais, donc tu faisais déjà des projets même en 2003, France, ouais. en freelance. Ouais. Bah, en Ok. fait, donc j'ai 2 associés, Christophe Denisière et Martin Panel, qui étaient mes amis d'université. On était les pionniers en France, on va dire, dans le référencement, mais tu sais, quand il y a eu le début des blogs, on a fait énormément de référencement, de SEO. Ils étaient très très bons en SEO. Martin est un tech, c'est notre CTO maintenant, c'est un tech pur et dur. Avec le taf de Christophe, Martin, moi, on est arrivé à positionner Martin sur développeur Magento. Donc c'était, tu vois, on a commencé en 2003, 2007, c'est 2007-2008 quand Magento est sorti. Tu vois, on était dans les top développeurs France sur Magento. Donc même avant qu'on crée la société, on avait une base de clients énorme. Et à la fin de mon stage et on va dire de contrat de travail, on est arrivé, est-ce qu'on abandonne tous ces clients et bon, bah, on part dans la vie active ou on crée une société pour nous. Ok. Et eux, ils sont en France, au Vietnam, quelque part. Enfin, quelque part, j'imagine, mais dans quel Voilà. Du coup, nous, on a créé une société au Vietnam. Donc, je commençais tout seul à l'ouvrir, mais on était associés. 1 an après, en fait, on a rouvert à Lyon. Et il y a une antenne à Lyon, il y a une agence à Lyon. Ouais. Ok. Bon, on va. Bon, de toute Et façon, eux, ils sont à Lyon. ok, ils sont à Lyon. Et puisqu'on est sur la société, l'ouverture de la société au Vietnam, parce que Ouais. on s'est vu 3 fois. Ouais. La deuxième fois, on en a un peu parlé. Et tu m'avais dit que tu avais ouvert une société au Vietnam et que si c'était à refaire, Je le referai peut-être pas. tu le referais peut-être pas. Parce que vas-y, qu'est-ce que tu peux raconter? Qu'est-ce que tu peux dire sur ça et pourquoi en fait Ouais, quand on a ouvert en 2010, en fait, on avait vraiment une ambition d'aller très vite, très loin. Après, bon, 2010, c'est pile poil quand on a eu la crise, on va dire, européenne après les subprimes, donc ça ralentissait un petit peu. Et en fait, il y a quand même les coûts maintenant se réduisent. En fait, les coûts au Vietnam, les salaires augmentent beaucoup, mais les coûts d'infrastructure se réduisent un petit peu. Donc à l'époque, par exemple, pour avoir un office où tu perds pas l'électricité, etc., ça coûtait assez cher. Tu vois, le prix du mètre carré à la location, l'office de Hanoï nous coûte plus cher que l'office de Lyon, par exemple. Ah ouais. Donc quand on a fait les premières années, le salaire était moins cher, mais toute l'infrastructure ou tous les services dont on avait besoin, tu vois, un serveur dans un data center qui est safe, qui est mis à jour, ça coûtait extrêmement cher. En comparaison, un des pionniers ici, on va dire, c'est Vietel ou autre, ça va être 350 € par mois un serveur. En face, tu avais des OVH à 100 balles avec une spécification bien supérieure. Donc en fait, tous ces coûts s'accumulent et en fait, il y a un coût de structure qui est quand même pas mal élevé au Vietnam. Et si c'était à refaire, en fait, on aurait mieux fait de prendre une team dans une autre agence, dans une boîte qui est beaucoup plus grosse, et du coup prendre leur team et grossir avec eux. Okay. Et peut-être, en fait, si on arrive à un headcount de 30 personnes, c'est là où tu commences à avoir une belle rentabilité. Okay. En dessous,
Et la partie administrative, parce que toi, tu as créé, enfin, Ouais. vous avez pu créer sans avoir de. Vous avez un associé vietnamien ou pas? Parce que On c'est toujours en vigueur, ça, je crois. Ou... on n'a pas d'associé vietnamien, c'est ce que je disais en 2010, c'était la première année où on pouvait ouvrir sans Ok. associé vietnamien. C'était un peu compliqué à ouvrir, mais j'ai envie de te dire, l'administratif vietnamien ou français, c'était pareil. Tu vois, moi, il me fallait des papiers de France, l'ambassade et tout, c'était un peu. Tu vois, c'est l'administratif et à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide, Ok. beaucoup plus simple. Ok. Tu dois être capable un peu de faire une sorte de chronologie un peu macro des évolutions au Vietnam, et je pense notamment liées aux technologies et autres, parce que, en fait, pourquoi je dis ça? Moi, je me souviens, je crois qu'une des premières fois où je suis venu au Vietnam, j'avais pas de SIM card, je sais plus si j'avais un smartphone. Ouais. Je crois qu'il y avait Google Maps et qu'on chargeait la carte sur Google Maps avant, mais voilà. Ouais. Puis entre-temps, ensuite après, il y avait quand même du Wi-Fi un peu partout. Plus après, tu prenais une SIM locale, maintenant tu as mis des SIM. Enfin, Ouais. voilà, et il y a les réseaux sociaux qui sont apparus et tout. Donc toi, je pense que en 15 ans, Ouais, tu as vu... Ouais. Bah, tu sais, quand nous on est arrivés, on avait tous une carte qui se pliait dans le coffre de la moto pour savoir. Et en fait, on se déplaçait dans la ville en fonction du nom des tours. Tu sais, les grandes tours de 30-40 étages, on disait on se donne rendez-vous là-bas, c'est à côté de la tour Vietcombank. Tu vois, il y avait une tour Vietcombank et tout le monde connaissait la rue et la tour Vietcombank. Maintenant, il y a des tours de partout, tu peux plus dire la tour Vietcombank, quoi. Il y a des tours de partout dans la ville. Mais t'as vu l'arrivée par exemple aussi pareil des motobikes avec enfin pas l'arrivée des motobikes mais de Grab, tu vois. Enfin, Ouais, t'as vu pas mal de choses changer. Enfin, si tu devais faire un peu une chronologie macro un peu des grosses évolutions qui ont changé un peu la vie d'entreprise ou la vie perso Bah, au ouais, Vietnam. la vie perso, comme je t'ai dit, avant, il fallait connaître, tu vois. Si tu t'arrêtais au feu rouge, il fallait que tu saches si t'allais à droite, à gauche et tout. Donc maintenant, c'est sûr qu'après, il y a eu Google Maps, donc qui était bien. Tu disais, je fais comment? Et maintenant, tu as Grab, c'est sûr que tu te poses plus la question, tu mets ton point et tu y vas. Et c'est pour ça que moi, quand je vois, on a par exemple des collègues qui arrivent fraîchement de France. Tu sais, des fois, on leur dit, ouais, on se retrouve à la tour, comme je t'ai dit ici, Panne Pacifique, c'est pas sûr qu'ils le sachent, quoi. Alors que pour nous, c'est un symbole sur la carte. Ouais, donc tu fais partie. Donc t'es comme ces vieux, tu continues toujours à garder ce. Parce que, alors il y a un truc, je pense que, alors toi tu l'as pas, je pense que tu l'as pas vu. C'est moins parlant pour toi parce que, enfin, c'est moins tu le ressens moins parce que tu parles vietnamien. Ouais, un petit peu. Ouais. Du coup, bon, un peu Ouais. quand même. Et tu parlais déjà vietnamien, je crois, quand on s'est rencontrés la première fois. Donc, Ok. du coup, bon, t'as pas trop de problèmes à échanger avec les locaux, etc. Mais c'est pareil, Google Translate, ce genre de choses, pareil. Tu dois, enfin, ça te fait pas bizarre de voir les. Alors pour le coup, tu vois, tu vas au Japon, tu as vraiment sur la traduction, tu vois la technologie, tu peux pas y échapper. Autant au Vietnam, tu vois, j'ai vu que la population parle de plus en plus anglais. Et au final, un chauffeur de taxi peut te parler un petit peu anglais. Dans les hôtels, c'est sûr que ça parle anglais. Et même nous, tu vois, genre les employés, avant c'était un peu difficile, tu vois, l'anglais c'était très, très basique. Maintenant, c'est genre des amis, on parle en anglais. Okay. Et même entre eux, des fois, ils se parlent en anglais, tu vois, même quand on est à côté, ils se parlent entre eux en anglais. Donc, tu vois, ce gap technologique sur la traduction au Vietnam, pour le coup, on l'a pas, tu vois, ça m'a pas choqué parce qu'on s'en sert pas tellement. Est-ce que tu as d'autres changements significatifs que tu as vu toi en 15 ans au Vietnam de manière générale, hein, on va dire entre le moment où tu es arrivé et maintenant En fait, une des choses, en fait, ils ont eu un départ très lent. Tu vois, genre, il y a eu plein de choses. Tu vois, avant, pour envoyer de l'argent, il fallait que tu ailles à la banque et tu remplisses un slip de transfert bancaire. C'était un truc, même en France, tu vois, on arrivait déjà à faire des transferts avec entre RIB. Il y a eu un très long démarrage, mais là, je trouve ils vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et tu vois, le QR code, le cashless, en fait, tu peux payer ton café sans sortir cash. Ça fait déjà 3-4 ans, même, je pense, bien plus. Et maintenant, quand moi, je rentre en France, tu vois, des fois, on va, je sais pas, acheter un kebab avec des collègues et tu vois, pour rembourser, on est en mode, il faut que je enregistre ton RIB, il faut que je fasse un transfert et tout. Maintenant, je vais me contredire parce que la dernière fois que je suis rentré en France, il y a un mois, il y avait déjà le numéro de téléphone. Maintenant, tu peux faire un transfert via le numéro de téléphone. Surtout Revolut. Ouais, mais Revolut, par exemple, en France, chez un request payment, tu vois, demander un paiement à tes amis, en France, il y a 3 quarts des gens, ils savent pas le faire. Oui, ils n'ont pas Revolut, ouais. Ils ont Revolut,
mais ils connaissent même pas la feature, Ouais. la fonctionnalité, parce qu'ils sont habitués à demander le RIB et tout. Maintenant, ils transfèrent par téléphone. Ils sont habitués à demander le RIB ou non. Je pense que c'est plus une question de... et ça, enfin, quand tu es en Asie depuis longtemps, tu as voyagé aussi, Ouais. j'imagine, autour. Enfin, il y a une question de culture du changement qui est Ouais, juste... c'est Enfin, dire, moi, ça me fait... Alors, je raconte souvent cette anecdote, mais en 2018, je suis allé à Shanghai et ça m'avait choqué de voir toutes les grand-mères avec des sur le smartphones téléphone, en 2018. ouais. Alors qu'en 2018, hein, nos parents, nos grands-parents, un téléphone, c'était compliqué, quoi. Donc ouais, il y a aussi une résistance au changement en France et en Europe qui est assez forte. Ouais, non, mais sur ça, ouais, et pour le coup, tu vois, la Chine, et même le Vietnam, tu vois, très long démarrage, ils ont eu une partie, un temps où, tu vois, ils copiaient. Donc, ils copiaient ce qu'on faisait en Europe, aux US, après, ils commencent un peu à copier la Chine. Et là, je trouve, on est dans une ère où, en fait, ils développent pour leur propre marché, et c'est vraiment, c'est efficace, quoi. Et dans les... Oui, il y a des voitures vietnamiennes, il y a une marque de Ouais, il y voitures a une vietnamienne. voiture vietnamien, c'était le premier milliardaire vietnamien qui a construit VinFast. Ouais. Ouais, c'est parce que j'en ai entendu parler il y a quelques années déjà. Bah, il a dû le sortir un peu avant le Covid, ouais, mais tu sais, le temps de monter la boîte, faire les designs, il a fait voter, tu vois, la population, quel design vous préférez, tu vois, pour faire évoluer la marque. Et ça marche bien du coup, les retours. T'es en train de tester une, t'es monté dedans Ouais, je suis monté dedans. Tu vois, moi, je trouve pas, tu vois, de problème à redire. Quand tu lis quand même, tu vois, les tests occidentaux, ils sont un peu méchants dessus. Mais après, quand tu regardes qui fait la voiture, c'était un design Pininfarina. Donc, c'était un designer qui a fait la 406 Peugeot, Ferrari, qui avait Pininfarina. Tu vois, le studio, c'était pas le Bon, designer. après, ce qu'en disent les Européens ou les Américains sur différentes... Enfin, il y a du... Surtout dans le secteur automobile, il y a du lobbying et du protectionnisme de bâtard. J'ai regardé dernièrement, je sais pas si tu connais Villebrequin. Villebrequin. J'ai regardé là, hier ou avant-hier, même si je connaissais les grandes lignes du scandale Volkswagen. Tu vois. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est plus ma question, c'est plus sur l'aspect tech et innovation. Enfin, voilà, qu'il y a des voitures. Enfin, ça... Et alors là, j'ai vu, et il y a Grab qui est là, Ouais. mais il y en a un autre en bleu, c'est quoi? C'est vietnamien, Et j'imagine? du coup, en fait, cette boîte-là, VinFast, donc c'est un groupe, ce qui s'appelle Vingroup, qui a construit VinFast. Donc, ils essayent de faire le Tesla vietnamien, au moins dans l'Asie du Sud-Est. Ils ont créé une compagnie de taxi. Donc, c'est pas comme Grab où tu as des voitures privées qui peuvent se plug. En fait, ils vendent leurs voitures à des compagnies de taxi. Et après, ça devient leur compagnie de taxi. Donc bon, c'était un peu l'intro de parcours. On a déjà parlé un peu du Vietnam, mais on va y revenir. On va parler un peu plus d'actuellement, de ta boîte, de ce que tu fais. Qu'est-ce que fait, enfin, présente un peu ta boîte, qu'est-ce qu'elle fait, quel type de projet vous faites. Elle a 15 ans la boîte, c'est pareil, donc c'est un peu évolué, mais voilà, je te laisse un peu en parler. Le but, c'est pas le discours commercial, hein, c'est plus le discours pas intéressant, mais qu'on sache quand même ce que tu fais. Tu parlais de Magento, donc c'est une grosse part, le e-commerce, et ça m'intéresse d'en savoir plus. Ouais, écoute, c'est comme je t'ai dit, on a commencé nous surtout sur Magento, parce qu'on avait du taf. Après, on a eu un gros plus sur le SEO. Tu vois, en fait, on était des étudiants en 2003, t'as Internet qui commençait à marcher. Christophe a eu la première Freebox, tu vois, donc on squattait chez lui, Internet illimité. On a fait, tu vois, genre Tuto FR, c'était un site internet de tuto, comment faire un menu CSS, comment hacker le Wi-Fi de ton voisin. C'était vraiment les prémices. Et en fait, on se référençait très bien. On a Martin qui était un très bon dev, qui avait un oncle qui vendait des pianos. Donc on a fait il a développé le site Magento e-commerce pour la vente de pianos. Et petit à petit, tu vois, on a vraiment gravi sur ça. Donc ça, c'était vraiment en mode freelance. Donc on avait quand même une base de clients, tu vois, à force d'être positionné en référencement, d'avoir des références, on avait quand même beaucoup de demandes. 2010, on monte la boîte. Techniquement, c'est pour déjà reprendre tous nos clients qui étaient pour les travailler et les faire grossir, en venir avec eux. On a du coup ouvert au Vietnam. On a embauché nos premiers employés, donc on a grossi comme ça. Très vite, ça a plutôt très bien marché, on va pas se cacher. C'était une belle croissance. On a ouvert tout de suite à Lyon.
pour avoir la proximité, tu vois, avec déjà nos clients, ou même les clients en Europe, parce qu'il y avait quand même le marché qui était beaucoup européen. Même j'imagine pour les problématiques de facturation aussi. Non, on n'a jamais eu trop de problèmes sur ça, tu vois, parce qu'on avait des clients, tu vois, on était déjà freelance, donc Ok, ouais. et à l'époque freelance, le mot il n'existait pas, tu vois. Parce que la micro-entreprise, c'était avant ou c'était... Auto-entrepreneur, ouais, c'était, je sais pas, dans les années 2010, pareil, 2007, je sais plus trop, tu vois, mais nous, on commençait à se poser les questions, comment on facture, tu vois, c'était vraiment les prémices, on va dire, du freelancing. C'est sûr qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus loin, mais tu n'avais pas tous les youtubeurs qui t'en parlaient de faire ci, de faire ça, donc c'était un peu compliqué. Donc on n'a pas eu trop de soucis sur la facturation. C'est plus vraiment pour le côté commercial, après le suivi de projet quand même. Tu vois, maintenant on a l'agence à Lyon qui fait vraiment on a des chefs de projet, suivi de projet qui est fait quand même pas mal à Lyon. Donc qu'est-ce qu'on fait Du coup on a eu quand même ce cœur de business qui est l'e-commerce, énormément. Après l'e-commerce, tu vois, c'est pas juste... c'est vaste et ça évolue, enfin, depuis le temps ça a évolué. Ça évolue, les clients ont vraiment grossi énormément, tu vois. Avant c'était 2-3 précurseurs qui voulaient vendre des pianos en ligne, c'était très peu probable. Maintenant il n'y a pas une boîte, tu vois. Nous on a des boîtes du CAC 40 qui vendent leurs produits en B2B, des commandes à 5 millions d'euros, tu vois, ils ont de l'e-commerce. Mais en B2C on le voit pas, tu vois. On n'entend pas parler. Donc après on a fait tout ce qui est connexion, ERP, CRM, tout ce qui est API autour. Et donc maintenant, je te dirais qu'on fait tout ce qui est web app. Et en final, web app, c'est tout, quoi. Ouais. Ton Grab, ton Uber, il y a une application, il y a un serveur, il y a une application. Et sur quelle techno Du coup, on s'est quand même pas mal concentré sur tout ce qui est tourné autour du PHP. Donc il y a beaucoup de JS aussi, JavaScript, Node.js. Donc on reste beaucoup sur ça. Donc après, c'est tous les frameworks qui vont tourner. Donc tu as Symfony, on fait beaucoup de Symfony si on fait du from scratch. Sur l'e-commerce, on a du Silus, du Magento. Mais ouais, on s'est quand même focus sur, tu vas pas faire 50 langages. On pouvait recruter beaucoup plus facilement, par exemple, du .NET au Vietnam il y a 10 ans. Mais on s'était dit, on va pas faire comme tout le monde, tout faire. Ce qu'on va faire, on va le faire bien. Et donc, ouais, on est plutôt sur déjà de l'open source. On fait que de l'open source. Et des technos, c'est PHP et JS. Ok. Vous avez vu l'arrivée aussi des e-commerce type Shopify, les marketplaces. Tu as eu aussi l'arrivée du mobile. Enfin, à chaque fois, vous avez réussi à attraper la vague et à gérer le truc. Il y a une bataille qui se joue depuis peut-être 10 ans, tu vois. Donc, des fois, on est au creux de la vague, on dit ouais, ça sent un peu le roussi pour les prochaines années. Et en même temps, tu vois, genre, t'as Adobe qui rachète Magento à une époque, qui fait Adobe Commerce. Donc, tu dis hop, ça va remettre un coup de boost. T'as Shopify qui revient plus qu'agressif. Donc, tout le monde dit attends, mais pour moins cher, c'est Shopify. Mais au final, tu te rends compte que Shopify, c'est peut-être limité ou peut-être que tu peux avoir des soucis, tu vois. Genre, là, je sais pas, tu vois, t'as la Ware Trade. La guerre, on va dire, US-Chine, tu vois, nous, on est en Asie, ça se trouve, tu sais, Shopify, ils vont dire, ok, on vous taxe tous, tu vois, on vous met tous 100% de plus, et donc, en fait, tes coûts, ils explosent. Que si tu as ton Magento, ton open source, tu vois, on est quand même dans l'esprit open source, on est propriétaire de ce qu'on fait, tu vois, tu peux avoir quand même des avantages. Et là, on voit que Shopify, dans les stats, ça doit être 10 ou 15% des sites e-commerce dans le monde. Après, sur du B2B, c'est un peu plus dur pour Shopify de s'imposer encore et ça coûte extrêmement cher le B2B en Shopify. Oui. Donc au final, tu vois, nous on est quand même sur des gros e-commerce, même si on a des petits clients, on a, tu vois, le cœur de métier c'est quand même des e-commerce qui ont un certain volume et donc un certain budget. Donc t'es tranquille en fait. En vrai. Pour l'instant, on touche du bois. Mais du coup, vous faites pas de Shopify ou chose du genre Tu vois, on fait un peu de Shopify, donc tu vois, on sait ce qu'on fait et tout. En fait, on n'est jamais arrivé, on n'a pas encore, tu vois, le client qui nous a fait exploser sur Shopify. Okay. Alors que, tu vois, on a des clients qu'on pose sur Magento, qu'on arrive à faire grandir et tu vois, ils n'ont aucun intérêt après de rebasculer sur Shopify. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu, et tu me dis si je dis des conneries, mais pour moi, la différence, en fait, ce qui est bien avec un Shopify, c'est que tu peux démarrer très vite. Par contre, ils prennent une commission, tu es limité dans l'usage. Mais en même temps, pour démarrer, ça cadre aussi. Surtout pour du B2C, ça t'évite de partir dans tous les sens et ton coût d'investissement est plus léger. Mais par contre, ils prennent une commission et tu es dépendant d'un service tierce. Alors que un Magento, un PrestaShop ou même un WooCommerce, il y a un coût d'installation, un coût d'acquisition, un coût de setup qui est plus cher. Mais après, effectivement, mais tu vois, WooCommerce pas spécialement cher.
Donc là, c'est vraiment Non, mais en fait, par rapport à un Shopify, tu vois, ouais, tu vois, ouais, Shopify, tu lances tout de suite, mais un WooCommerce, tu prends un template pour 100 balles, tu le lances, quoi. Après, t'as le pouvoir, en fait, marketing de Shopify Attends, dans ce que tu viens de dire un truc, parce que en tant qu'ancien du référencement, tu prends un template, Shopify, pareil. Non, mais je suis d'accord. Shopify, tu bosses pas sur le référencement. Ok, d'accord. Non, mais voilà, parce que le truc du template, c'est si tu mets un template, Tu me le paieras peut-être plus tard, ouais, mais non, mais je veux dire, tu veux vraiment démarrer rapidement. Tu vois, au Vietnam, déjà, Shopify, je suis même pas sûr qu'au Vietnam, tu aies le droit de plug ton compte bancaire. Donc au final, tu dois avoir un PayPal à Singapour. Quoi. Tu payes des commissions de partout. De manière générale, tes clients, ils sont principalement en France, tu as des clients au Vietnam, tu as des clients dans différents pays. Enfin, si tu peux faire une liste un peu des différents pays. Ouais, principalement c'est la France. Okay. Donc on a des clients un peu, tu vois, au Vietnam, on a Hong Kong, on a eu quelques clients aux US, tu vois, c'est un peu en Australie, mais ouais, c'est majoritairement en France, Suisse. Ouais. Okay. Tu parlais tout à l'heure de justement là, ce qui se passe avec les US et les taxes, etc. Ouais, donc, de manière générale, en fait, déjà dans ton business ou autre, parce qu'en plus dans le e-commerce, effectivement, tu es un peu plus concerné. Ouais. Est-ce que tu vois des impacts ou des conséquences, donc des effets de bord ou des choses? Et puis au Vietnam aussi, de manière générale. Pour le moment, on voit pas trop. Hein. Franchement, pour être honnête, on voit pas trop, mais quand même, on se pose des questions. Tu vois. Là, je te donnais un exemple sur les tarifs. Je crois Shopify, il y a pas longtemps, a augmenté sa commission sur les développeurs d'applications. Tu vois, les plugins Shopify. Donc, ils augmentent leur commission. Tu sais, ça se trouve, tu as un tiers des développeurs qui vont se dire en fait, ça vaut plus le coup. Je vais me rebasculer sur une autre plateforme. Ouais, non, sur les commissions, ça va changer. Mais sur la guerre tarifaire, pour l'instant, c'est trop récent. Ok. Et il n'y a pas d'effet de bord sur le pays pour l'instant ou Pour le moment, tu vois un peu des news que ouais, la demande elle va diminuer hein, forcément sur tout ce qui est manufacturing, tout ce qui est industriel, ça va diminuer. Mais bon, ils vont essayer de trouver tu vois, d'autres marchés. Je sais qu'ils essayent de toucher beaucoup l'Europe de l'Est. Maintenant, le Vietnam, pour exporter vers l'Europe de l'Est, la Tchéquie, des pays comme ça. On va parler un peu de l'écosystème en fait local, puisque nous, quand on s'est rencontrés à l'époque, c'était j'avais mis un message dans le groupe Facebook de la French Tech en disant que je passais en vacances dans le coin et que j'avais commencé. Ma boîte était en création, j'allais la créer et que du coup, je voulais rencontrer un peu des entrepreneurs locaux, des startups, des Français pour discuter un peu. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés avec Johan aussi. Ouais. Mais donc toi, ouais, alors je me souviens plus. J'ai un vague souvenir, mais peut-être que c'est une connerie. La French Tech Vietnam, c'était pas genre l'une des premières French Tech ou... Ouais, ça a été quand même initié par 2-3 personnes du Vietnam qui ont essayé de pousser ce label French Tech. Ok. Donc ce que tu peux, donc toi tu l'as vu, t'étais membre aussi au début, non? Tu connais en tout cas l'histoire. Je veux bien que tu racontes un peu l'histoire rapide du Vietnam et même on va dire avec la France aussi, et parce que c'est intéressant. On a un vieux de la French Tech, mais je crois que je suis quasiment sûr que c'était l'une des premières en fait. Ouais, je pense. Ouais, je suppose c'était l'une des premières parce qu'en fait, t'avais un mec de Saigon, de Ho Chi Minh, qui était vraiment là-dedans, qui voulait pousser ce label French Tech. Qui s'appelle Duc Ha. Donc il y avait lui, son associé, qui est Sylvain Pierre aussi, qui était, je pense pour moi, vraiment les prémices, tu vois, de ce côté. En fait, on va faire un groupe de tech français pour essayer de, tu vois, pousser ça. Après, c'est parti un peu plus sur le côté, on va dire, étatique, avec du coup le vrai label French Tech. Donc, je crois qu'ils se sont un peu retirés. Du coup, ils étaient un peu moins présents. Nous, on s'est rencontrés, je crois que c'était en 2015, donc, ou 2015 ou 2016. Ma boîte, elle a 9 ans là, cette année, ouais, donc ça doit être à peu près ça. Ça doit être ça. Donc, c'est là où ça a vraiment démarré le label. Donc ça t'a aidé, toi, au début Franchement, mais en fait, ouais, quand ça commençait, si tu veux, moi, j'avais gagné le prix du jeune français de l'étranger. Je sais pas si tu avais vu, et c'était pour ça qu'en fait, j'étais beaucoup invité en fait sur tout ce qui était les commissions, les délégations de France qui venaient au Vietnam sur le côté tech. En fait, j'étais invité, donc je suis devenu un peu au début l'ambassadeur de la French Tech parce que j'avais eu ce prix, ce trophée. Qui collait à ma peau. Donc c'était pour ça que j'étais beaucoup dans la French Tech, donc j'étais ambassadeur, on va dire. Après, ça s'est beaucoup divisé nord et sud, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de Français dans la tech au sud qui étaient actifs. Oui, il faut qu'on en parle aussi du Vietnam et de nord et sud, ouais. Et du coup, je suis devenu, on va dire, ambassadeur au nord. Après, tu vois, il y a eu
un budget qui a été alloué qui était du coup beaucoup plus utilisé dans le sud. Donc en fait, le nord s'est un peu détaché. Le nord a eu vraiment des hauts, des bas. Ça a été un peu silence radio pendant un moment sur le nord. Et après, il y a eu le Covid, etc. Moi, je me suis totalement détaché. Vraiment, au début, quand moi je me suis vraiment investi, c'était un groupe Facebook. Hein. C'était, je crois, les French Tech Vietnam, tu vois, c'était vraiment ça. Et c'était quel fournisseur d'accès je devrais prendre quand je monte ma boîte. Tu vois, c'était vraiment de l'entraide, de la communauté, donc c'était vraiment, vraiment cool. Après, tu vois, ça a été commencé à faire, il faut monter des dossiers pour avoir des financements et tout. Donc c'était plus du tout quelque chose où j'avais du temps à passer dedans. Déjà que moi, l'admin dans ma boîte, ça me prend énormément de temps, je ne sais pas passer beaucoup de temps sur ça. Alors on va parler un peu du nord-sud, parce que effectivement c'est un truc, enfin, nord-sud et même middle, parce qu'il y a Da Nang aussi qui... Mais tu peux faire une petite cartographie comment ça marche un peu de manière générale. Est-ce que ça a toujours été comme ça Ouais, ça dépend sur quoi. T'as quand même. Dans l'IT, de manière générale. Ouais, dans l'IT, t'as quand même toujours eu le nord-sud. Le sud a toujours le plus sur tout ce qui est, on va dire, pays occidentaux, donc western, donc les US, l'Europe. Le sud Ho Chi Minh ou Saigon, ouais, Ho Chi Minh, Saigon, ouais. C'est la même ville. Et du coup, ils étaient beaucoup plus en avance sur ça, parce que c'était quand même une ville qui était beaucoup plus ouverte, on va dire, à l'international. Il fait beaucoup plus beau qu'à Hanoï. Donc, beaucoup plus chaud. Je suis pas sûr. Hein. Tu vois, l'été à Hanoï, il fait vraiment, vraiment chaud. Il fait plus chaud à Hanoï. Tu sais, dans les extrêmes, il fait plus froid à Hanoï et plus chaud à Hanoï. Mais Saigon, en fait, a un meilleur temps toute l'année. Hanoï, tu as un hiver qui est un peu difficile à vivre. Et du coup, généralement, les expats, on va dire, privilégient Saigon, Ho Chi Minh, le sud. Et du coup, tu avais quand même beaucoup plus l'infrastructure, tout était en avance à Saigon, chose que en fait le gouvernement a essayé de rattraper très très vite. Donc en fait c'est pour ça que nous on a l'avantage, tu vois, fiscal par exemple de s'installer à Hanoï. On l'a pris parce que c'était Hanoï. Et maintenant en fait tu vois ça change un petit peu parce que t'as par exemple Samsung, le centre de recherche et développement, tu vois, il a été fait à Hanoï. Beaucoup d'universités sont faites à Hanoï, de Hanoï. Donc moi ce qu'on m'a dit un peu, ce que j'avais compris, c'est que en gros, Hanoï, même si ça change effectivement peut-être, Hanoï c'est très gouvernement, institution et gros trucs. ouais. Et puis effectivement, et du coup plus tourné vers l'Asie. Et Ho Chi Minh c'est plus start-up, tourné vers le sud, et pas que start-up, mais c'est plus... ouais, tu vois, genre Microsoft et tout, ils étaient à Saigon au début. Hein. Ils étaient au sud. Hein. Mais après, ouais, t'as quand même les ambassades, etc. à Hanoï. Mais ils sont en train, tu vois, de réduire ce gap entre nord et sud. Comme je t'ai dit, Samsung et R&D, c'est à Hanoï, quoi. Après, de ce que j'avais compris aussi, c'est beaucoup le Japon en fait, les boîtes qui beaucoup de Japon, à Hanoï, c'est beaucoup ceux qui bossent avec le Japon et la Corée. Ouais, tu bosses avec des boîtes japonaises ou pas? Non, du tout. J'ai bossé avec des Japonais à l'époque, mais on n'a pas de clients japonais. De ce que j'ai compris, c'est qu'il te faut du staff qui parle japonais. Ouais, mais même pas que parler. Généralement, du moins nous, dans mon ancienne boîte où on était, c'était en fait t'as un japonais c'est un japonais qui est là et qui après travaille avec ils veulent rencontrer un japonais pour la culture, pour tout. Et t'as plein de codes à respecter et au final ils le veulent. Donc on a parlé du nord, du sud et Da Nang, le centre en fait. Et Da Nang, là ouais, ça vraiment ils sont en train d'essayer de le pousser à fond. Donc, ça fait longtemps déjà, parce que moi je crois que la première fois qu'on s'est vu justement, ça commençait tout juste, je crois, Da Nang, il y avait quelques boîtes qui en parlaient. Alors la spécificité de Da Nang, c'est que t'as la plage. T'as la plage, voilà, t'as des gros complexes hôteliers, mais t'as de la place et ils sont... En fait, ouais, on va dire 2015, ça commençait, tu vois, à être sur la carte. Mais bon, comme je te disais, il n'y a pas d'infrastructure spécialement. Donc, où tu vas mettre tes bureaux, si c'est pour mettre dans une petite villa ou, tu vois, t'as des coupures d'électricité, etc. Donc maintenant, là, c'est vraiment, ça buzz énormément. Et du coup, avant, c'était un avantage d'aller à Da Nang parce que tu avais des étudiants qui sont partis à Hanoï ou à Saigon étudier, qui voulaient revenir dans leur ville. Mais maintenant, en fait, tu as tellement des grosses boîtes qui arrivent pour la tech et les devs, hein, qui arrivent, ils ont besoin de 1000 mecs. Donc, tu vois, il n'y a pas non plus énormément de mecs qui reviennent en même temps. Donc, c'est un peu difficile à recruter. Nous, on a essayé, tu vois, de recruter sur Da Nang. On n'a pas, tu vois, trouvé de pépites de ouf. Après, bon, il y a eu le Covid, etc. Donc, on a un peu mis en stand-by. Mais je pense qu'il y a une compétition aussi maintenant à Da Nang.
Ok. Bah, on va rentrer. On parlera du Covid aussi parce qu'il faut qu'on en parle un peu à un moment donné, mais on va parler d'un peu de l'outsourcing de manière générale et tu parlais de boîtes qui arrivent pour prendre 1000 mecs, etc. Parce que bon, il y a un truc sur l'outsourcing en vrai. Enfin, moi ma boîte est en France, par exemple. Enfin, si on a, enfin, en vrai. Alors l'outsourcing pour les gens, c'est un peu, enfin, je trouve qu'il y a un mélange entre l'outsourcing très loin, très low cost, etc. Parce qu'en vrai, juste déjà, tu sous-traites à ma boîte, c'est de l'outsourcing. Ouais, c'est ça, externalisé. Donc voilà, mais là, du coup, si on parle, on va dire, d'outsourcing au Vietnam, et toi, t'as les deux en fait. Du coup, tu vois les deux visions. Voilà, c'est quoi l'état des lieux actuels? Enfin, comment ça a évolué? Est-ce que c'est ce cliché des boîtes qui arrivent pour prendre 1000 devs surtout? Alors, il y a les choses qui vont changer en plus avec l'IA, entre guillemets. On va y arriver après. Donc, après, bah, nous, tu vois, on fait pas. Tu parlais de l'externalisation vraiment peu cher, très loin. C'est ce qu'on appelle l'outsourcing offshore, donc un peu loin. Franchement, nous, c'est pas notre cœur métier, tu vois. Comme je t'ai dit, on a une boîte de 30, on va dire 30-35 mecs à Hanoï. On voudrait être beaucoup plus, on voudrait être 60-70. Mais si tu vois, on n'a pas, tu vois, on vend pas de la position pas cher, etc. On vend du consulting. En fait, on vend un full package. On vend pas juste de la position. Donc moi je vais te dire ce que je vois, de ce que j'entends. De ce que tu as vu depuis 15 ans aussi. C'est ça. Donc c'est un Eldorado, le Vietnam. Tu as énormément d'ingénieurs qui sont diplômés tous les ans. Ils sont quand même travailleurs. Il y a 15 ans, je te dirais, je t'aurais dit ouais c'est un peu difficile, il faut les suivre, il faut les manager, etc. Maintenant avec la nouvelle génération, je trouve franchement ils sont curieux, ils s'auto-forment beaucoup plus qu'avant. Avant tu sais, il fallait planifier la formation, etc. Là, c'est quand même des gens qui sont beaucoup plus demandeurs. Ah, j'aimerais bien passer la certification, etc. Donc, c'est vraiment plus efficace maintenant. Donc, moins on va dire, de couches de managers, tu vois, pour suivre. C'est pour ça que nous, on est arrivé à rester petit, au final, sans grossir, exploser les headcounts, le nombre de têtes. Parce qu'au final. Parce que toi, ton staff, t'as des gens qui sont là depuis le début, hors les associés? Début. Depuis la première année, non, mais depuis plus de 10 ans, ouais. Ok, ouais, donc t'es sûr. Ouais. Et en moyenne, il reste combien de temps les gens chez toi? Au tout début, c'était, on va dire jusqu'à 2015, franchement, on avait un turnover de fou. C'était vraiment. Parce qu'en fait, non, mais les salaires étaient tellement bas. Et en fait, ils pouvaient sauter, doubler leur salaire au bout de 6 mois en changeant de boîte. Alors que toi, ça te faisait un peu mal au cœur de dire, mais tu bosses pas mieux, tu me demandes x2 là. Ouais. Et en fait, là, il y a eu, les salaires commencent à être un peu plus stables, même s'ils augmentent tous les ans, mais c'est beaucoup plus stable, donc tu as moins de pertes. Et tu vois, tu me demandais, il y a Lame qui travaille avec nous, qui m'a aidé à ouvrir la boîte, tu vois, elle était partie, elle est revenue, tu vois, elle est repartie, donc est-ce que je la compte dans les 15 ans ou pas? Parce que tu vois, elle a eu des petites pauses, parce qu'elle a monté ses boîtes à elle, entre-temps. Ouais, bon, si elle monte ses boîtes, c'est encore toujours des très bons termes. Ça, de manière générale, ouais, quand tu as quelqu'un de ta boîte qui part pour monter une boîte, tu vois, sauf si tu t'es brouillé avec, généralement c'est. Enfin, oui, c'est d'autres raisons en fait. C'est pas... On est plutôt en très long terme avec. On reste en long terme. Donc toi, depuis que tu es arrivé, il y a toujours eu ces boîtes qui arrivent et qui prennent 1000 il y a quand même. Après, il y en a beaucoup qui ferment aussi, tu vois. Il y a beaucoup de mecs, tu vois, comme je te dis, comme nous, qui arrivent, qui disent ouais, je vais monter mon agence, je vais prendre 10 mecs, 30 mecs et je vais devenir 100, 200. Et au final, ils n'y arrivent pas parce qu'il y avait quand même d'énormes coûts à avoir. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup moins. Et en fait, là où je te dis ça commence à changer, on voit que ça change, c'est que c'est le marché local qui a de plus en plus besoin de ses propres développeurs. Et donc, tu as des boîtes locales pour le marché local qui explosent les salaires. Parce qu'avant, c'était cool de travailler dans une boîte étrangère parce qu'on parlait en anglais, on avait, tu vois, l'esprit start-up californien, quoi. Et maintenant, en fait, les boîtes vietnamiennes, elles font pareil. Elles ont des super offices. Tu peux venir en short, en tongs et on va te faire tapis rouge, quoi. Et donc, le shortage, ou je sais pas comment on dit en français, le manque de développeurs, en fait, il va se produire, je pense, parce qu'il va y avoir une demande sur le marché local qui va exploser. Du coup, tu vois, toutes ces boîtes qui avaient un marché, on va dire, outsourcing, vraiment loin, US, Europe, je pense que ça va être difficile. Ok. Et parce que là, moi, j'ai discuté avec quelques personnes là récemment dans des boîtes vietnamiennes d'outsourcing.
il disait que, enfin, ils sont un peu, en fait, c'est un peu le marché est un peu frileux quand même en ce moment. Toi, tu as ta base de clients, donc tu le ressens peut-être un peu moins. C'est qu'un pareil pour moi, en fait, on a des clients réguliers. Mais ouais, il y a pas mal. Il me disait, je crois que c'est FPT qui licencie aussi un peu. Enfin, alors, je pense que c'est lié au contexte économique, mais t'as l'IA qui fait très peur en fait, parce que alors, moi, nous, ça nous fait rire chez nous, parce que bah pareil, on fait pas de la prod pour de la prod, enfin puis c'est du code Ouais, c'est sans, ça. donc on est plus sur de l'expertise, donc du coup c'est moins, au contraire, nous l'IA ça nous aide à aller plus vite, Ouais. mais effectivement pour toutes ces boîtes qui voulaient, enfin, qui avaient des logiques. Alors, c'est pas les boîtes qui vendaient ces gens-là, mais tous ces acheteurs qui avaient des logiques de OK, je vais prendre 1000 développeurs et ça va aller 1000 fois plus vite et puis pas se poser la question, etc. Donc là, ils sont dans le truc, ah bah non, je vais mettre des IA et ça va aller 18 000 fois plus vite. Du coup, enfin, moi, je suis là que depuis une semaine, donc je sais pas si c'est juste des craintes ou est-ce qu'il y a déjà un impact sur le marché. Franchement, là, je me pose la question. Je sais pas. Tu vois, il y a vraiment des tops, des bottoms, des hauts, des bas, souvent, régulièrement. Tu vois, genre le Covid, c'était il fallait tous qu'on recrute, puis 6 mois après le Covid, en fait, on a peut-être trop recruté. Tu vois, dans les grosses boîtes qui ont 300 mecs, 500 mecs, des fois, tu parles au patron, il fait la semaine dernière, j'ai viré 120 mecs. Parce que tu vois, c'est une team d'un client qui part. Donc des fois, tu vois, quand nous, on a ouvert la boîte aussi, on a recruté genre 4-5 mecs, ils venaient tous de la même boîte. Et il me disait, on peut en ramener 80 si tu veux, parce qu'ils se séparent 80. Et genre, tu dis, bon, bah, la boîte, elle va couler, parce que tu sais, ils sont 120, ils virent 80 mecs. Tu dis, Oui, ça eux, ils fait sont beaucoup, vraiment non? mal. Et puis, 3 ans après, ils sont 500, tu vois, c'est genre. Donc, tu vois, tu as quand même cette culture de, tu vois, des gros noms qui partent, qui reviennent. Et l'IA, je sais pas. Franchement, Alors, ouais, c'est sûr. je te pose pas la question. Est-ce que ils ont raison de penser comme ça? Mais c'est plus, mais le raisonnement que je décris de ces boîtes-là, qui est de dire bon bah maintenant on va remplacer par des IA machin, Ouais. etc. Ça, je pense pas affabuler. Surtout que je l'ai entendu un peu. Est-ce que tu le vois, tu en entends parler déjà ou Bah, tu t'en entends parler. Ok. Mais c'est trop récent, je pense. Ok. Pour moi, je me positionne pas dessus. Et puis, t'as plein de choses. Genre, je sais pas, tu vois, comme nous, maintenant, t'as Shopify, pourquoi tu fais l'e-commerce? Et donc, on a tous, tu vois, on a vu que, bon, bah, Magento, par exemple, contre Shopify, ça se réduit, puisque t'as tellement un bruit sur Shopify. Puis après, peut-être que ça correspond pas vraiment à ce qu'on a besoin. Donc, hop, Magento reprend. Donc là, oui, ils vont virer plein de gens, puis on va dire, mais au final, c'est quand même bien la petite personne qui écrivait le prompt pour me pisser le code que j'ai pas envie de le faire, tu vois. Donc ils vont peut-être, tu vois, au final, reprendre des prompteurs. Donc ils diront plus, j'ai besoin je sais pas, d'un front-end, ils diront, j'ai besoin d'un prompteur pour le front, quoi. On appelle ça AI engineer. Ouais, voilà. Mais non, mais ok, d'accord. Ouais, donc, mais de toute façon, moi je pense que c'est aussi économique, enfin contextuel, Ouais. économique, etc. Mais par contre, effectivement, parce que nous, en Europe, on entend parler de l'IA va remplacer les développeurs, etc. Donc ça nous fait beaucoup rire. Ouais. C'est peut-être un peu plus, pas tendu pour les juniors, mais c'est plus, ça va plus, je pense, les forcer à sortir un peu du lot, parce qu'effectivement, si tu réfléchis pas, ça va se voir. Mais ouais, c'est vraiment ici où je me suis rendu compte que ouais, ça a quand même. Chez nous, on va dire c'est une vanne de. Enfin, il y a des mecs sur LinkedIn qui croient sérieusement à cette connerie-là. Mais chez nous, c'est plus une vanne. Mais ici, j'ai quand même l'impression que ça a quand même un réel impact. Et que ça va. En fait, ça va avoir un impact. Est-ce que ça va rebondir? Oui, je pense, comme tu dis, mais ça va quand même avoir un impact. Ouais, mais comme je t'ai dit, tu vois, en fait, tu vois, je trouve à chaque fois, tu vois, il y a des creux de la vague, et donc je me fais pas plus de soucis que ça. Tu vois. Ok. Et sur l'IA, quand même aussi, moi, ma conviction, c'est qu'en fait, tu vois, la digitalisation, on en parle depuis 25 ans, et tu as quand même plein de boîtes qui ne le font pas. Et en fait, elles vont se rendre compte que, putain, mais avec l'IA, on m'en parle aux infos, je n'aurais plus besoin de faire ça, plus besoin de faire ci. Donc, ils vont pas être capables, tu vois, de plugger une IA sur, je sais pas, sur leur compta. Donc, ils vont quand même aller, tu vois, aller chercher de la position un peu, tu vois, de prompteur,
BI Engine. C'est sûr que les boîtes de digitalisation, elles ont de l'avenir. Ouais, donc tu vois, c'est en fait tout ce qui n'arrivait pas à se mettre en place, tu vois, surtout en Europe qui était un peu vieillissante. Là, j'ai l'impression, tu vois, ils vont se dire, putain, mais en fait, il me le faut quoi. Il me le faut le logiciel de compta qui fait tout seul. Alors qu'avant, tu leur disais, ben, prends un SaaS de compta, ça va t'aider. Ah, mais il faut que je forme quelqu'un, que je prenne ma compta, que je lui explique. Ouais, tu vois. Ouais, bah c'est. Mais c'est pour ça que moi, pour les développeurs, alors j'ai écrit un super article et j'en fais l'auto-promo à chaque fois dans chaque podcast, mais moi, en fait, j'ai une comparaison qui est de moi. Peut-être que je l'ai entendu de quelqu'un d'autre, mais je me l'approprie maintenant. C'est pour moi, l'arrivée de l'IA, c'est un peu comme l'arrivée des smartphones. Ouais. Tu vois, dans le monde du développement. Ça t'a permis, même en tant qu'entrepreneur, bah, ça te permet de ne pas avoir à sortir ton PC ou de retourner au bureau, machin, etc. Ouais. De répondre à des mails quand tu es en déplacement. Donc ça te permet d'être plus efficace. Mais ça n'a pas empêché les développeurs de continuer à avoir un laptop, tu vois. Ouais. Et oui, dans les familles, ça a diminué. Les smartphones ont enlevé l'ordinateur familial, machin, etc. Même si ça revient quand même un peu. Mais par contre, pour les développeurs, bah, c'est juste. Et en plus d'ouvrir un nouveau marché, tu vois, les boîtes de digitalisation, etc. Le mobile, ça a permis, bah, fallait refaire tous les sites internet, ça a développé de nouveaux usages. Pour moi, c'est un peu le même, la même chose en fait. C'est juste que ça nous permet d'être plus efficace. Le métier va pas disparaître, mais le volume de personnes dont on aura besoin, ça peut quand même drastiquement diminuer. Ouais. Mais ça, parce qu'avant, tu vois, genre, je sais pas, intégrer un front, tu sais, des fois, ça prenait 1 mois, 2 mois. Si, tu vois, Shopify, justement, arrive pour dire, bah, en fait, regarde, tu cliques, c'est lancé. Tu vois, déjà, rien que ça peut diminuer le nombre. On parlait du Covid, enfin, je parlais du Covid, du coup. Justement, toi, tu as vécu le Covid. Tu étais ici, tu étais rentré en France. Ouais, j'étais au Vietnam. C'était comment ici? Super, nickel. Franchement, non, ils ont fermé les frontières très tôt. Genre, je crois, peut-être 15 jours après la Chine, au mois de mars, tu vois, on ferme les frontières. Donc, en fait, il y a eu très peu de cas. Tu vois, il y a eu 2-3 clusters. Dès qu'il y avait un cluster, hop, ils ont fermé, tu vois, toute la résidence, les 15 étages, vous n'avez plus le droit de sortir. Du coup, ça s'est pas vraiment répandu. Nous, mais Hanoï était vide ou pas? Non. Hanoï était vide sans motobac? Non, c'était pas. Non. Ah non, mais là, en fait, allez, je vais dire, peut-être, on a vu 3 semaines où on était confinés à la maison. Tu vois, genre nous, à l'office, il y a un cas positif. Donc en gros, on était obligés de tous se confiner. On n'avait plus le droit d'aller au bureau. Donc tu vois, il y a peut-être 3 semaines sur les 2000 à 2024 où on est resté enfermés. Et après, non, c'était la meilleure période au Vietnam. Il n'y avait pas de touristes, tous les hôtels, les prix étaient à moins de 80%. C'était une folie. Moi, j'étais à Dubaï sur le deuxième confinement. Quand je suis retourné après, j'avais des 4 étoiles ou des 5 étoiles à moitié prix. Ouais. Une question, parce que Forkit aussi, c'est des événements, des communautés, etc. Un des trucs qu'on veut faire, c'est être un peu un point d'entrée vers des communautés tech et développeurs, notamment open source. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'il y a des communautés locales, alors il y en avait beaucoup avant le Covid, des communautés locales, tu peux m'en lister quelques-unes, que tu recommandes, locales ou au Vietnam, locales à Hanoï ou au Vietnam. Genre en gros, je suis un touriste, je suis un expat, je veux venir, je veux aller à un meet-up ou autre, est-ce que tu en connais? Après, même de manière générale, tu es dans la communauté Magento depuis longtemps, je sais pas comment est l'écosystème, etc. Si tu as un peu d'infos sur ça, je prends. Magento Vietnam, c'est un gros marché parce qu'en fait, tu as des énormes boîtes qui font des plugins pour Magento, c'est des boîtes vietnamiennes derrière. Donc, c'est pas mal. Et du coup, les meet-up, en fait, il y en a vraiment énormément, tout le temps. Comment on les trouve? Facebook, encore beaucoup Facebook maintenant encore. Autant tout le monde est parti de Facebook sur le côté perso, mais tout ce qui est meet-up, events, tout ça, c'est Facebook. T'en trouves beaucoup. Et c'est beaucoup des boîtes en fait. Tu sais, genre nous, on va faire notre workshop. Toi, t'es arrivé, tu vois, t'as fait Forkit au Vietnam l'année dernière. T'as beaucoup de trucs comme ça. Ouais. Ok. Et donc Facebook, il faut parler ça en anglais pour les trouver, il faut chercher un vietnamien? Non, c'est souvent promu, c'est une promotion en anglais. Donc tu vois, ils disent speaker anglais, etc. Puis en fait, tu vois, il y a 2 collègues qui sont allés il n'y a pas longtemps pour un meet-up sur l'IA et le développement. Et en fait, ils ont vu 2 étrangers sur une salle de 70. Ils ont fait, bon les gars, désolé, mais on va passer en vietnamien. Donc, il y a beaucoup de cas où en fait ils disent on va parler anglais parce qu'on veut que ça rassemble tout le monde. Au final, il y a très peu d'étrangers qui se déplacent et du coup ça rebascule en vietnamien. Ouais, j'avais eu ça à un Google Cloud Fest à Bangkok. Ouais. Et alors tout était en anglais, c'est marqué en anglais et tout machin, on s'est pointé, alors je ne me suis même pas posé de questions, ça parlait en thaï, tu vois.
Ah, Donc, c'est un peu donc, Et en fait, la promotion est souvent en anglais, donc ils disent, tu leur demandes, ils disent, ah, c'est bon, on parlera anglais et tout, mais en fait, il y a tellement peu de public, d'audience anglophone qu'ils disent, bon, t'as 70 mecs vietnamiens, 2 mecs étrangers, on switch quoi. mais donc, en gros, si je veux chercher des communautés sur Facebook, je tape quoi? Je tape. Tu marques events nearby, Ok. et sur tech, tu mets le keyword tech. Ok. J'avoue que moi, je me sers que Facebook que pour ça, tu vois, chez ma timeline, je passe pas en perso, même la compagnie, on n'est plus dessus, mais tu vois, tu scrolles et tu as des events qui pop-up. Tu as beaucoup LinkedIn maintenant aussi, de plus en plus, les Vietnamiens vont sur LinkedIn. Ouais, bah c'est bien ça parce que en fait chaque pays enfin effectivement Facebook en Europe Ça existe plus, c'est oublié. Ouais. C'est encore très présent au Maghreb, c'est encore très présent en Asie et après t'as les réseaux sociaux locaux, t'as Zalo Ouais, ici, en Thaïlande t'as Line, enfin t'as chaque truc et LinkedIn c'est un peu le truc de Qui arrive voilà à rester, c'est bien. Bon, après, t'as tout ce qui va avec LinkedIn, mais bon, c'est pas le pire. C'est pas le pire des réseaux sociaux. Mais ok, et de manière générale, des confs ou des trucs à recommander, à part Forkit, des confs ou des événements à recommander de manière mondiale ou en France ou dans le monde ou liés à Magento. Enfin, Magento, ils ont par exemple une conf ou un truc. Ouais, t'as Meet Magento qui est tous les ans, donc C'est où dans toutes les capitales quasiment. Là, on vient de finir, on a fait Meet Magento Paris, c'était fin mars, je crois. Donc c'est super bien passé, c'était le premier en France. Mais t'as Meet Magento UK à Londres qui doit être en juin, t'as New York, t'as tous les pays, toutes les capitales, t'as Bangkok. Hein. Okay. Je crois Meet Magento, on va dire Vietnam et Bangkok, c'est une fois Singapour, une fois Hanoï, une fois Bangkok. Ok, d'accord. Et là, ça ramène quand même beaucoup de monde. Ok. Ouais, vous, c'est vraiment le gros truc, votre grosse. Non, parce que tu me dis sur des trucs, là je pense à ça parce qu'on vient de faire Meet Magento. Après, t'as énormément de confs et Saigon, Hanoï, Singapour, Bangkok. Après, tu vois, ça reste une zone en fait. Peut-être ils vont regrouper, ils vont pas faire un Meet Magento Bangkok. Alors, tu vois, on fait Paris et Londres. Là, tu vois, t'as Bangkok qui va dire bon, les gars, on fait pas Hanoï cette année, on regroupe tout le monde là. Donc, c'est vraiment intéressant parce que t'as des personnes de Singapour qui vont venir, du Vietnam. Tu peux aussi voir, tu vois, des Thaïlandais. Donc, en fait, tu élargis ta zone plus facilement. Là. Ouais, on a parlé un petit peu d'IA et le but c'est pas de faire sur l'IA, mais forcément la question c'est un peu les trends actuels au Vietnam de manière générale, enfin à Hanoï, au Vietnam dans l'IT, et puis de manière mondiale en fait. C'est quoi ta vision sur les trends actuels? C'est quoi les trends actuels sur l'IA, dans le e-commerce notamment? Tu vois, je le dis beaucoup aussi à mes associés qui sont en France et tout. Franchement, le Vietnam, ils embrassent l'IA, un truc de fou. Quoi. Je prenais un café dimanche, tu avais un groupe des dames de 60 ans, 65 ans qui étaient en train de discuter en vietnamien entre elles disaient maintenant je parle à ChatGPT plus qu'à mon mec et elles rigolaient, elles disaient putain dans 2 ans ça se trouve on a un robot, on a plus besoin de nos maris, tu vois, un truc 65 ans, tu vois, c'était des personnes un peu âgées quoi. Ouais, donc tu parles bien vietnamien parce que tu peux espionner des Vietnamiens. Chez des oreilles qui traînaient. Alors que tu vois, en France, mes parents, c'est encore, tu vois, ils ont le même âge. Ah ouais, mais l'IA et tout, faut que je demande. Ouais, mais tu peux le faire avec l'IA, tu vois. Donc, je faisais l'anniversaire de ma mère en avril. On devait se voir, je crois. C'était en avril, fin avril, en France pour l'anniversaire de ma mère. T'as le traiteur, tu vois, qui donne le menu, mais avec le prix en bas, tu vois. Et c'était en mode tapas. Donc, mes parents, ils ont dit, ce serait cool qu'on ait le menu pour les invités, pour qu'ils puissent lire, tiens, tel tapas, c'est quoi, etc. Et donc, tu vois, le réflexe, c'était on va allumer Word et taper. Bah non, en fait, donne la photo à ChatGPT, il te remet tout et imprime, quoi. Et tu vois, ce gap, je trouve, avec l'Asie va être ouf. Et en Chine, ce que je te décrivais sur les smartphones des grands-mères en 2018. Et maintenant que tu me fais penser, c'est vrai que je pense que ma mère, je suis pas sûr qu'elle connaisse ChatGPT, je lui ai même pas fait tester pour rigoler. Tu me parlais, mais je suis même pas sûr qu'elle s'en serve. Alors que tu vois, les petites dames de 65 ans, elles parlaient à ChatGPT, elles demandaient comment je fais ma cuisine. Tu vois, Après, je pense que tu vas me faire ouvrir la boîte de Pandore, parce que si je mets ChatGPT sur ma mère, ça va être. je trouve, tu vois, ils embrassent beaucoup plus vite. Et en Chine, là, j'ai vu, je crois, à partir de septembre, c'est obligatoire à l'école, tu vois.
C'est à l'école, ouais, mais tu vois. Ah ouais, c'est la Chine, c'est encore un autre monde. Ça, ouais, mais tu vois, ils sont en mode. C'est un pari, hein, ça se trouve, c'est un flop, mais je pense pas ils abandonneront les mathématiques. Mais en attendant, un gamin de 5 ans ou 8 ans, il saura demander à une IA. Alors que tu vois, il y en a qui en France, Google, ils savent pas encore faire la bonne recherche. Tu vois. Ah, puis de toute façon, c'est sûr que, parce que tu vois, avec l'arrivée des chats GPT et de ces trucs-là, forcément, bon, je suis pas beaucoup l'actualité, mais oui, globalement, désolé, bon, je pense qu'il n'y a pas de profs qui nous écoutent, donc ça va, mais tu as une partie des profs forcément qui gueulent parce que machin, etc. Mais en fait, tu peux pas lutter contre. Donc en fait, pour moi, c'est plus, va falloir que tu leur apprennes à chercher correctement, à vérifier leurs sources. Et je pense qu'il y a plein de profs qui ont compris ça, qui vont faire ça. Hein. Et je me souviens d'une prof c'était à la fac, une prof de documentation qui nous expliquait que Wikipédia c'était de la merde, c'était le mal, machin, etc. Cherchez pas sur Google, copiez pas. En Wikipédia, elle c'était Wikipédia, tu vois, les meufs. Donc ouais, ok. Non, là j'avais lu un article sur une professeure au Vietnam qui essayait en fait d'établir des levels d'autorisation de l'IA, mais c'est dans l'énoncé. En fait, tu as level 1, tu n'utilises pas du tout, level 2, tu l'utilises, mais juste pour en fait ce que toi tu as écrit, tu l'utilises pour refaire des phrases propres, tu vois, qu'elles soient fluides, pas des phrases de 50 mots, tu vois. Mais ok, bon, du coup, donc la trend de l'IA au Vietnam, tu sens qu'ils prennent la vague correctement. Ouais, ils l'embrassent de ouf. Ouais. Mais et toi, par rapport à ton business, par rapport au e-commerce nous, tu vois, c'est pareil. Hein, on a des hauts, des bas. Des fois, on se dit comment on va faire. Et là, en fait, tu vois, on reprend la vague, tu vois, de l'IA. Pendant un moment, on a vraiment eu peur. On se dit, on va faire quoi? Parce que tout va être facile à être fait. On parle depuis longtemps le low code, no code, no code. Je vois pas comment l'IA pouvait remplacer le e-commerce par contre. Tu vois, non, mais t'as des choses genre, comment dire, pas remplacer. Si, l'e-commerce. Je te donne un exemple. Je suis en France, je vais acheter des moulins à poivre Peugeot pour ramener au Vietnam pour chez moi. Avant, tu cherchais sur Google. Bon, t'as Amazon, machin qui ressort. En fait, là, je t'ai demandé, je sais pas, non, c'était Perplexity, c'était pas ChatGPT, mais je lui ai dit, fais-moi un tableau où je peux trouver ce moulin moins cher. Bim, il me sort le truc, tu vois. Donc, est-ce que tu auras besoin d'un e-commerce dans le futur? Tu vois, est-ce que tu auras besoin d'un front? Le front, ok. Est-ce que tu auras besoin d'un front, etc. En fait, tu auras juste une database. Donc, ton métier de e-commerce, ce sera juste la database. Pour moi, effectivement, une des visions, et de toute façon, il y a un truc. De toute façon, tu as vécu les trois, non, Google c'était déjà là, mais au début, tu as pris la vague de Google, il faut être référencé sur Google. Ensuite, tu as dû prendre la vague des réseaux sociaux, parce que toi, c'est pareil, ils sont arrivés. Donc voilà, il fallait, sur du e-commerce, il faut en plus que tes produits, ils sont pas, c'est pas du référencement naturel, il faut qu'ils soient visibles sur les réseaux sociaux. Et en fait, il va falloir que. Ça, moi, c'est un des trucs que j'ai vu très tôt j'ai intuitionné très tôt dans le ChatGPT, de me dire. T'es sûr que dans quelques années, il va y avoir du trusting, du SEO de bâtard pour être. C'est déjà, là, on en parle. Donc, nous, on a fait 1000 Magento, c'était quasiment que ça. C'est le SEO. Parce que, en fait, Christophe et Martin, du coup, étaient très bons SEO. Ils sont devenus direct. Ils avaient même pas fini leurs études. Ils avaient fait un stage, tu vois, genre fin de licence, je crois. Et la boîte de SEO leur a dit, les gars, retournez vos études. Et ils sont devenus directeurs de production et directeurs techniques. C'était à l'époque la première agence de référencement française indépendante. Donc ça, ils étaient au top du SEO. Nous, on a surfé sur le SEO. Tu vois, quand on vend du e-commerce, il y a une grosse couche de SEO. Et là, en fait, on a une énorme couche. On voit d'IA, de SEO et de référencement sur les IA. On sait qu'on va la prendre. C'est pareil, dans un des arguments aussi sur les développeurs vont être remplacés par des IA, machin, etc. Les gars, les banques en Europe sont toujours en COBOL. Voilà. Mais tout le legacy, c'est qu'en fait, alors peut-être que dans un siècle, ce sera le cas. Mais non, normalement, nous, on sera plus là. Donc voilà. Pour moi, c'est plus. T'as les nouveaux, t'as un troisième acteur. T'avais Google, t'avais les réseaux sociaux, et maintenant t'as un troisième acteur qui, en plus. Je pense qu'un des succès de l'IA et ma super chronique du troisième podcast de Forkit qui va sortir où j'explique parce que une des révolutions, un truc qu'on parle peu dans le chat GPT, je trouve, dans la puissance, c'est puissant, machin, etc. Mais en fait, c'est en termes d'expérience utilisateur que c'est ultra puissant. Tu vois, là où ils ont vraiment besoin de jouer le coup, c'est dans la manière dont ils ont amené le truc. Et surtout à un moment où, tu sais, maintenant quand tu vas sur un site, tu te tapes. Alors le problème des cookies, de la RGPD, de machin.
tu vois, donc je pense aussi qu'il va y avoir du mouvement là-dessus, mais l'IA c'est bien, mais à un moment donné, tu vas quand même sur la boutique, enfin tu iras chercher d'autres choses, comme tu avais les blogs qui étaient très tendance à une époque, mais qui après, enfin ça a évolué pour des trucs un peu plus quali. Enfin voilà, je pense que c'est juste, t'as des ajustements qui vont arriver, mais de manière générale, il va y avoir du business parce que dès qu'il y a un changement, il y a forcément des adaptations à faire, quoi. C'est pas magique. Ouais, je pense pas qu'on va perdre en fait le statut de développeur, mais pour moi, il y aura quand même besoin de beaucoup moins de monde et les profils dont on va avoir besoin vont changer. Donc ceux qui vont pas savoir s'adapter, ça va être très difficile. Mais tu sais, on le dit, même nous on l'a vu, tu vois, quand on parle du front, souvent, tu sais, le front il y a 15 ans, c'était énormément de boulot. Si tu n'apprends pas un framework, si tu n'apprends pas à faire mieux, etc., tu sais, maintenant tu développes du front beaucoup plus vite qu'il y a 15 ans. Oui. Donc tu as besoin de beaucoup moins de front. Mais par contre, les fronts que tu as besoin, il faut qu'ils soient beaucoup plus quali qu'avant. Ah ouais. Avant, tu sais, tu prenais un mec pour faire des blocs, un menu HTML, CSS, tu vois. Maintenant, putain, un gars, si tu n'arrives pas à faire autre chose et aller sur du JS, le front, il ne sert plus à grand-chose. Mais pour autant, il y a encore des... Nous, on est plutôt expert front, on a des mecs très bons et on voit encore des trucs très dégueulasses. Ouais. Donc, non. Ouais, mais tu vois, tu as besoin de mecs très bons maintenant. Tu peux plus juste te permettre d'embaucher juste un mec qui fait que du HTML, CSS. Tu vas dire, alors, fais un peu du JS. En théorie, hein, parce qu'il y en a encore. Ah, c'est pour ça que. Voilà, je suis. Mais ok. Ah oui, il y en a encore, mais tu vois quand même, il y en a beaucoup moins. Et je pense même avec l'IA, tu vois, un bon front, il va plus créer une tâche, fais-moi ce bloc en CSS, il va demander à l'IA. Alors, raisonne 2 secondes, parce que tu les connais, ces devs-là. C'est-à-dire que, en fait, c'est la même chose que quand tu as Bootstrap qui est arrivé, tu as les frameworks qui sont arrivés, les frameworks front, et les mecs qui réinventaient quand même, ils recodent quand même leur propre truc. Donc en fait, c'est pareil, ils vont pas demander à l'IA machin, parce que son truc, tu comprends, son truc, il est trop technique, c'est un framework maison qu'il a fait lui-même, qu'il a pensé. En fait, même lui ne le comprend pas. Ouais, mais donc, du coup, là, tu vois, où je pense que la nouvelle génération va beaucoup changer, et le Vietnam, pour moi, l'utilise beaucoup plus. Genre, le taux de pénétration de l'IA dans la team vietnamienne est supérieur à celle de Lyon. Et ça fait 3 ans, c'est quoi, 2020 On approche presque de la fin, tu vois, là on est à 1h40, tu vois, je t'avais dit 1h, t'es bavard hein, finalement. Je suis bavard. Des conseils ou des recos tech perso, un truc que... Alors, il y a une question que j'aime bien poser, c'est un truc, entre guillemets, pas qui t'agace, ou que tu voudrais que tout le monde connaisse, ou tout le monde fasse, tu vois, et qui changerait le monde, ou qui serait plus simple. Tu vois, ça peut être utiliser un password manager. Le gars de la cybersécurité, je crois que c'était ça. Non, mais moi je suis passwordless. Je suis dans l'idée de plus avoir de password. Non, ça mais sert strictement à rien. C'est pas sur ça, mais c'est bon. Est-ce que tu as un truc que tu voudrais que tu es surpris que les gens ne connaissent pas forcément, ou n'utilisent pas assez, ou autre Moi, là, tu vois, il y a quand même beaucoup de questions sur le côté dev et tout, etc. Moi, c'est perso, hein, mais du coup, j'essaie d'orienter la boîte sur ça. Ça va être la blockchain. Tu vois, il y a eu un énorme buzz autour de ça et tout, et au final, je trouve que ça flop, alors que je pense que tout va être tokenisable, et il y a très peu de personnes au final qui s'intéressent à ça. Je pense qu'il y aura une grosse demande de blockchain développeurs dans le futur. Il y a très peu de personnes qui s'y intéressent, mais ça peut être surtout. Genre, tu parlais de Dubaï, je crois ils ont fait la tokenisation du plus gros groupe real estate immobilier. Tu vois, tu peux acheter une partie d'un immeuble en token. En France, tu as beaucoup de crowdfunding, où tu demandes à la communauté de mettre 100 balles, 500 balles, etc. C'est encore, tu vois, avec des papiers interminables, tu dois signer un contrat en ligne, etc. Tu pourras le faire tout en token. Et ça, c'est des idées business, on va dire, start-up. Mais pour tout, genre, tu vends ton appartement en France, pourquoi ce ne serait pas sur la blockchain? Tu vois, t'as tout. Mais en fait, j'ai du mal à comprendre, ça résout. Enfin, je vois un peu les problèmes dont tu sais, mais concrètement, je ne comprends pas en fait. Parce que, blockchain, je vois le truc, mais explique-moi en fait, donne-moi un exemple, à la fois technique en fait, de comment ça se. Parce que là, ça paraît magique. Tu dis oui, tu pourrais vendre ton appart en utilisant la blockchain. Ok, mais concrètement, comment ça marche un peu derrière? Parce que j'ai vraiment, là, je pose la question vraiment naïvement parce que j'ai jamais compris en fait, je suis jamais vraiment intéressé, mais
Il faudrait l'expliquer simplement en tant que dev ou en tant que En tant tech. que tech, mais qui connaît un peu le dev, j'ai du mal à comprendre concrètement comment ça marche derrière, parce que oui, en théorie, en fait, c'est quoi la différence avec la digitalisation, la numérisation, dans le sens où, du coup, oui, tout ce que tu pourrais faire en papier, tu peux le faire en ligne, mais Ouais, c'est ça, mais en fait, au final, la blockchain sur le papier, je te le vends toi et moi, mais au final, comment tu vas prouver, l'ambassade de France te demande ton passeport. Tu dois imprimer ton passeport. Mais en fait, l'ambassade de France, elle pourrait le demander à n'importe quelle institution, française. Comment tu vérifies que c'est une telle personne qui a accès à telle data et que cette data, elle est récente? En fait, tu as un bloc, il est horodaté, tout le monde est au courant et tu donnes un accès qu'aux personnes sur un contrat d'identité. Ok, d'accord. Okay, alors que là, en fait, il faut que tu demandes ton passeport à quelqu'un, tu le demandes, tu le redonnes à quelqu'un. Alors que la blockchain, en fait, tout est écrit, tout est transparent, avec un accès vraiment... Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc c'est une sorte de base de données, mais... C'est une base de données. Enfin, semi-public, semi-privé, où tu vois totalement privé. qui accède. Enfin, ok, d'accord. Et après, tu as toutes les idées de smart contract, de tout. Et encore plus loin, c'est sur Internet. Par exemple, Internet, tu as beaucoup de personnes qui ont peur que dans le futur, Internet, ça va être détenu, par exemple, Amazon, etc. Est-ce que tu pourrais pas faire un Internet beaucoup plus libre? Donc, justement, tu montes ta machine et en fait, la blockchain va te permettre de créer de la crypto-monnaie et en fait, tu vas faire partie d'Internet sans passer par Amazon. Okay. En fait, la puissance de calcul, elle pourrait être donnée par tout le monde au mieux que tu aies des gros acteurs sur ça. Ok, tu as Internet, computer, protocole. Ouais, vraiment, j'y intéresse. Il y a des vidéos de vulgarisation là-dessus ou de trucs C'est ça, c'est difficile de vulgariser parce qu'en fait, c'est tellement large et tu peux l'appliquer à tellement de sujets. Et il y a aussi beaucoup de bullshit en fait. Il y a énormément. Après, bullshit. Sur la blockchain, le problème, c'est qu'on parle de crypto-monnaie surtout, la crypto. Donc là où, ouais, c'est du bullshit, ça marche pas. Mais surtout, genre, nous, on avait un client qui vendait des montres. Comment tu identifies que cette montre, elle n'a pas été volée et que tu es le vrai propriétaire? Ok. Ouais. Genre, ta voiture. Comment, la voiture, je rentre en France, des fois tu regardes zone interdite, je sais pas plus si ça existe. Je regarde plus la télé, mais les mecs, ils volent ta Porsche, ils rayent le numéro sur le cadre, il y a 3 numéros, ils en rayent 2 comme il faut et ils disent je suis propriétaire, regarde, j'ai le bon papier, etc. Okay. Là, tu aurais sur la blockchain, Porsche, tu peux pas falsifier parce que tout le monde est au courant, cette voiture, le propriétaire, c'est telle personne. Donc le mec, il faudrait qu'il vole la voiture, falsifie la voiture et en plus falsifie le passeport du propriétaire. Ok, d'accord, ouais. Donc les montres, tout, LVMH, est-ce que c'est un vrai sac? Tu vas dans tel magasin, est-ce que c'est un vrai sac? Tu pourras toujours le copier. Mais le propriétaire, tu voles la montre, mes gars, là sur le certificat, le propriétaire, c'est pas toi. Okay. Donc il faut que tu falsifies aussi dans l'identité du mec. Donc tu peux l'appliquer sur tout la blockchain. Ok, je comprends un peu mieux, d'accord. Donc toi, ta reco, c'est ça, c'est quelque chose, qui a eu beaucoup buzzé parce que tu as les crypto-monnaies, machin, beaucoup d'argent, et je trouve qu'il est vraiment sous-marin. Et je pense dans le futur, il y aura beaucoup de demandes. Et au final, il y a très peu de personnes qui connaissent. Même nous, on est dans la tech et c'est c'est difficile. Les devs sont réfractaires en fait, et justement. Et parce que très souvent, les gens qui les abordent en fait sur ça, c'est un aspect très bullshit commercial, machin, etc. C'est pour ça la boîte avec que j'ai interviewé juste avant, le gars que j'ai interviewé, lui, il a une boîte et il m'en parlait, on s'était rencontrés, il en parlait plus sérieusement et il m'avait dit, ouais, non, mais moi je veux du service et il y a des clients et ils peuvent payer, machin, etc. Je lui avais dit, là tu me parles, là on se parle, tu vois, c'est pas genre fais de la blockchain, les mecs qui arrivent, ils disent, faut mettre de la blockchain dans des trucs qui n'ont rien à voir. Non, mais. Il y a beaucoup de cas, t'en as pas besoin. Je te dis, là, genre l'e-commerce, là maintenant, je te dirais, il n'y a pas d'intérêt de faire de la blockchain sur l'e-commerce. Okay. Mais il y a une demande de blockchain sur beaucoup de sujets beaucoup de choses devraient être plus transparents, moins dépendants de serveurs centralisés, etc. Et sur la sécurité. Et je pense, tout ce qui est sécurité, la data, est-ce que elle appartient, tu mets ta data du gouvernement sur Amazon. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, en France, par exemple, tu vas à la pharmacie, tu dois envoyer ton ordonnance, une fois sur deux, c'est sur une boîte Gmail ou le docteur, enfin voilà. Voilà, donc c'est
Ouais, on pourrait, hein, mais bon. Ok. Et des recos perso ou autres, ça fait 15 ans que tu es au Vietnam, alors ne fais pas les recos touristes basiques, mais est-ce que pour un petit tips peu connu ou un truc que tu recommandes hors des sentiers battus ou soit tourisme en tourisme, hein. Tourisme ou pas, ou j'en sais rien, un truc mais lié au Vietnam. Sur le tourisme hors des sentiers battus, en fait c'est un peu compliqué parce que tu vois, tu vas souvent en Thaïlande, la Thaïlande a quand même énormément misé sur le tourisme, tu vois, genre tu peux louer ta voiture, tu peux louer ta moto, etc. Le Vietnam c'est un peu plus compliqué. Tout ce qui est en fait pas, on va dire déjà vraiment spot touristique, c'est assez difficile d'accès. Mais si tu as l'esprit un peu baroudeur et tout, il y a... Non, mais c'est pas fort. Tu vois, l'interview d'avant, le gars, il disait, c'est un Vietnamien, il dit, faut pas hésiter, par exemple, à demander aux locaux, tu vois, genre, la grand-mère, avec son petit shop, machin, etc., tu ne faut pas hésiter à poser des questions, ils vont te donner plein de bonnes adresses dans le coin, machin. Ouais, ça c'est vrai. Il y a quelque chose. En fait, si tu veux, genre, t'arrives au Vietnam, des fois ils sont un peu plus froids que dans certains autres pays. Mais en fait, c'est toi qui brise la glace. C'est clair qu'après ils te lâchent plus. Donc, le tips, en fait, je sais pas, même t'es dans un village à la campagne. En fait, ils vont te regarder, mais ils vont pas oser parler. Mais il suffit que tu viennes les voir et tu dis, même, tu sais, avec la gestuelle, même si tu continues à parler français, ils vont être super contents. Après, ils vont te prendre la main, ils montent sur la moto et même s'il n'y a pas la langue, ils sont ultra contents. Mais il faut briser la glace, ouais. Okay. C'est un truc recommandé, ouais. Ok. Bon tips. Pour finir, où est-ce qu'on peut te trouver ? Sur le site internet, www.soutenam.com, là c'est la meilleure façon de voir. On a le portfolio de nos clients et après LinkedIn, Tanguy Soutenam. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. On a fait 1h55, tu vois, moins de 2 heures. Bah, merci pour ton temps. Ouais, merci à toi pour l'invitation, c'était cool. Après, on va continuer à discuter, mais là ça sera hors caméra. Hors caméra. Ok, bon du coup, bye bye.